Bonjour à vous tous, nous sommes sur la terrasse, vous le savez, de l'Institut Monde Arabe pour 300 millions de critiques. Dalida a été chanteuse et nous allons bien rire en parlant de sa carrière, car nous allons aussi effectivement parler de cette carrière à propos d'un film qui vient de sortir et de toute actualité francophone. Bref, c'est parti, voici le sommaire. Parole, parole. C'est donc Dalida qui sera l'objet de nos premières attentions avec le film de la réalisatrice Lisa Azuelos, retraçant la vie et la carrière de cette icône de la chanson française au destin tragique. Nous essaierons de comprendre pourquoi 30 ans après sa disparition, Dalida fascine encore. Depuis plus de 45 ans, elles écrivent à quatre mains leur histoire singulière. Les sœurs pianistes Marielle et Katia Labec sont au sommaire de 300 millions de critiques aujourd'hui. Les bibliothèques sont des espaces de culture et de partage formidables. Avec les coupes budgétaires qui affectent particulièrement les dépenses culturelles et la tentation du tout numérique, nous allons nous demander si les bibliothèques sont en danger. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà, après le sommaire, je vous présente nos petits camarades que vous connaissez. Vigo, le patron de TV5 Monde, donc avec la flagornerie qui me caractérise. Je commence par lui. Nous allons enchaîner avec Michel Serruti, donc de la radio-télévision suisse. Attention, voici pour les RTBF Pascal Bourgault, Estelle Martin, TV5 Monde, et Julia Feriel qui nous vient, donc vous le savez, du Québec, de TV5 Québec, Canada. Le premier sujet... eh bien, va nous amener, puisque je l'évoquais tout à l'heure dans les titres, à évoquer la nostalgie de Dalida, car un film sort, le nouveau film de la réalisatrice, donc Lisa Azuelos, qui retrace la vie et la carrière de celle qui a été donc une icône de la chanson française, portrait évidemment romancé d'une star fragile au destin tragique, qui va fournir ou nous fournir l'occasion évidemment de débattre de son importance au sein de la chanson francophone, de l'importance de l'Orient, car vous savez que des gens comme Claude François, par exemple, venaient non pas de l'Égypte profonde, mais d'Alexandrie. Voici l'intérêt d'un tel film, et nous en débattrons juste après. Quand elle était petite, elle était différente. Le regard des autres sur elle a été toujours important. Dalida n'est pas n'importe quelle femme. Mademoiselle Dalida. Monsieur Barclay va vous recevoir. Nous souhaitons vous proposer un contrat. J'ai eu qu'une obsession, c'est qu'elle devienne la meilleure. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Magnifique. Bésame. Tu peux descendre aussi vite que t'es monté. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'as faite, c'est les publics. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. J'ai 34 ans, Ma vie cesse quand pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant. je n'ai plus de vie et même Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens. se transforme en quai de Et gare. moi, qui m'en donne? Tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Dalida, film de Lisa Azuelos, voici la bande originale que vous connaissez, puisque tout le monde connaît les chansons de Dalida. Et là, vous avez, vous voyez, tout un marketing qui est installé donc autour de la sortie de ce film. Je parlais d'abord, Yves, de l'Égypte, puisque c'est vrai que pour Claude François aussi, il y a quand même pas mal de gens qui viennent de cet Orient lointain et qui ont fait des carrières en France. Guy Béard, Georges Moustaki. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un lien entre ce monde-là et ces différentes carrières ou pas du tout? Alors il y a sans doute un lien, effectivement. Alors d'abord, on parle de l'Égypte qui fut française il y a très longtemps. Hein. Souvenez-vous, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Alors du haut de cette Dalida,
à peu près 40 ans de chansons qui... Puis c'est Montmartre, hein, c'est moins haut. qui vous contemple, effectivement. Dalida, en fait, c'est elle-même, et sa vie l'exprime, c'est une tragédienne. Je pense que c'est pour ça que les gens s'intéressent autant à elle, en plus d'être une icône gay, hein, ce qui n'est pas non plus neutre, évidemment, dans sa très grande popularité, mais le fait que ça soit une Italienne, qui vienne d'Égypte, qui s'installe à Paris, ben déjà, ça incarne un peu la réalité de ce qu'est la chanson française, hein. Quelque chose d'extrêmement mélangé, d'extrêmement métissé. Puis son personnage a quelque chose, évidemment, d'éminemment tragique, mais au-delà de son destin, c'est-à-dire déjà avant, quand elle chante, par exemple, « Je suis malade » de Serge Lama, ben, on voit bien que, pour le coup, c'est pas de la variété française, comme par ailleurs dans un certain nombre de ses chansons, mais que là, pour le coup, elle est véritablement... quelque chose de vrai qu'on retrouve d'ailleurs l'immigré Aznavour aussi, les Amours mes emmerdes. Il y a une grande tradition de la chanson française. Piaf, elle vivait dans un bordel pendant une grande partie de son enfance. Donc tout ça, c'est très, comment peut-on dire, caractéristique d'une certaine chanson française tragique. Bien sûr, exactement, lié d'ailleurs à la chanson réaliste hein, du début du XXe siècle, hein, Yvette Guilbert, Fréhel, etc. Donc celles qui ont précédé Édith Piaf, justement. Et alors, Dalida, je pense que c'est ça qui touche effectivement le grand public, parce que c'est une grande vedette populaire, c'est ce destin dont on avait pu comprendre, avant même qu'il se réalise tristement, qu'il était justement tragique et dramatique. Alors, après... Après, ça devient de la variette. Ça devient la caricature de la variette, c'est-à-dire qu'on est entre la tragédie et le sourire, voire pour certains qui ne la supportent pas, le rire. C'est ça, et puis avec aussi le showbiz à paillettes, hein, parce que c'est d'ailleurs pour ça que c'est... Alors, le fait qu'elle soit une icône gay, il y a d'abord le côté un peu, on va dire, Marilyn pour caricaturer, donc en tous les cas, le showbiz à paillettes d'un côté, et puis le destin tragique, qui est toujours quelque chose qui touche beaucoup la communauté gay à cause de la propre tragédie sociale qu'elle vivait, notamment pendant les années de la vie et de la carrière de Dalida. Mais je dirais que ce qu'elle a de plus intéressant en elle, bon, au-delà de sa personnalité propre, c'est effectivement ce mélange entre l'Orient, comme vous l'avez évoqué, l'Italie, et puis transposé dans ce monde du showbiz français, puisqu'elle a débuté sa carrière sous les auspices de Lucien Maurice, hein, qui était son compagnon, et qui était le patron d'Europe 1 à l'époque, où c'était Europe 1 qui décidait... Qui faisait les carrières. Voilà, qui étaient les vedettes. Comme l'a fait Monique Lemarcy après, donc chez nos camarades de RTL. Est-ce que vous avez aimé Les filles et les garçons, ce film de Lisa Azuelos? Est-ce que vous êtes intéressé par Dalida, Julie? Dalida. Du point de vue du Québec. Du point de vue du Québec, ben, je vais vous raconter une anecdote qui est cocasse. Il n'y a pas eu de blessés trop graves. Elle est venue donner un spectacle dans la ville de Québec en 1977 et un fan déçu de ne pas avoir eu de réponse à une lettre qu'il avait écrite a attaqué au marteau Dalida et son entourage à sa sortie des coulisses. Il n'y a pas eu de blessés, mais c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler à l'époque. Elle est très connue, elle est aimée. Vous parliez, Yves, de la communauté gay. Elle est aussi très, très vivante dans des spectacles de personnification comme Cher peut l'être, Madonna peut l'être, Céline Dion peut l'être aussi. Mais oui, elle a son public au Québec. Et vous me demandez si je l'aimais? M'avez-vous demandé si je l'aimais? Je vais vous dire si je l'aime. Je trouve que c'est un personnage plus grand que nature. Vous parlez de tragédie, de tragédienne. Elle est comme nostalgique d'elle-même, elle est nostalgique de son présent. J'ai eu la chance de tomber sur un documentaire qui a été fait en 1977 aussi, c'était une grande année, par Michel Dumoulin. Et il la suit sur 2 ans, je crois. Il retourne au Caire avec elle, elle revisite la maison de son enfance, elle s'effondre dans les escaliers de chagrin, on la voit dans le désert, tout ça sur de la musique, bien sûr, mais il y a des moments où elle se commet en narration et on apprend beaucoup sur elle, de sa propre voix, et c'était pas simple, hein? C'était intense. Alors, elle a quelque chose... C'est pour ça que, d'une manière ironique, tout à l'heure, je parlais de grandes tragédiennes, Phèdre, etc., mais il y a un petit côté... chez Dalida, c'est la petite version de la grande tragédie, quoi. Absolument, absolument.
Estelle Martine. Alors moi, je vis à Montmartre. J'ai la chance de vivre à Montmartre, donc qui est vraiment le quartier de Dalida. Je suis juste au-dessous de c'est la place presque Dalida. un début de chanson. J'ai la chance de vivre à Montmartre. C'est ça, Par Estelle Martin. Oui, mais ça sera beaucoup moins bien qu'avec Dalida. Je n'ai pas exactement à aller trop. Je ne suis pas une diva, Est-ce malheureusement. qu'il venait d'avoir 18 ans? Non, mais c'est horrible parce qu'il venait d'avoir 18 ans. Il avait deux fois son âge, donc elle avait 36 ans. Donc on se dit, mon Dieu, à 36 ans, donc déjà, je suis une vieille chose. Non, quand vous pensez à cette chanson. Bref, Montmartre. Donc, et je n'ai plus 36 ans. Oh, non, Ça sent le vécu. donc, aujourd'hui, alors Montmartre, donc je vis à Montmartre. Il se trouve que Dalida est omniprésente à Montmartre. J'habite juste en dessous de la place Montmartre où il y a le buste de Dalida. Et je peux vous dire que la nostalgie fonctionne à plein tube parce que les touristes s'arrêtent tous devant ce buste. Et vous savez quelle est la tradition? En fait, il faut toucher les seins de Dalida. Ça porte bonheur. Alors, au vu de sa vie amoureuse, on se demande bien. Je crois que je vais qui quitter a cette eu émission cette idée immédiatement. saugrenue. Mais je peux vous assurer que je vois tous les touristes donc accomplir ce geste. Il y a la maison de Dalida qu'on voit dans le film d'ailleurs de Lisa Azuelos. Et il y a aussi, elle est enterrée au cimetière de Montmartre. Il y a la maison de production d'Orlando. Orlando vit avenue Junot. Enfin vraiment, bon, c'est pour ça que Dalida, j'aime Dalida pas seulement pour ça, mais c'est vrai que cette nostalgie, elle existe. Je peux la constater assez fréquemment. Et moi, je rappellerai juste que c'est quand même 120 millions de disques qui ont été vendus de son vivant. 20 millions après, je crois qu'il n'y a que Claude François qui fait mieux. C'est une Et là, on femme. peut imaginer que tout ça va relancer. Exactement. On célèbre cette année où on commémore les 30 ans de sa disparition. Il y a eu ce spectacle en hologramme. On sent qu'il y a vraiment, on a envie, en tout cas une partie du public a envie de retrouver ces anciennes gloires passées. Et Dalida, elle est comme Marilyn Monroe, vous l'avez dit. Il y a ce côté tragique de sa vie. Puis elle est hyper sexuée. Elle a vraiment quelque chose qui nous touche parce qu'il y a cette fragilité qui est là. Et moi, j'ai hâte de voir. Alors peut-être c'est mon côté féminin qui transparaît, mais il y a une exposition qui va être organisée donc au musée Galliera pour toute la. Oui, mais c'était ça aussi, c'était la mode. Oui, vous allez voir. Dalida, c'est la mode. Ouais. Elle a vraiment, elle était extrêmement etc., moderne. etc. Je suis malade avec le temps. Je cite quelques chansons. Je suis malade avec le temps de Gigi Lamoroso. Et évidemment, l'inoubliable Parole, Bésame Mucho, etc. Je suis désolé. Elle a même chanté d'ailleurs les méditations de Thaïs de Massenet, donc dans l'acte 2. Et puis beaucoup d'autres choses comme Prima, des adaptations de chansons italiennes. On en parlait tout à l'heure. Vous savez que Pascal Bourgo. entre Dalida et la Belgique, il y a une grande histoire d'amour. Est-ce que vous le saviez? Je suppose que le côté l'Égypte transitant par l'Italie, comme il y a le cas d'Adamo, il y a beaucoup de chanteurs populaires français qui sont des Italo-Belges. Ah non, alors pas du tout. Bon, j'ai essayé de trouver un fil. Pour une fois, vous êtes à côté de la plaque. Tant mieux. Pour une fois. Non. Donc la Belgique, c'est le premier pays étranger où elle se donne en spectacle en 57. Donc un an après son lancement, le fameux concert à l'Olympia, elle débarque en Belgique et elle remplit déjà les salles de l'époque, l'ancienne Belgique. Très jolie femme, il faut quand même ne pas l'oublier. Voilà. Tout d'un coup, vous dites ça comme ça. Non, mais parce que c'était très. Non, mais parce que tout à l'heure, on parlait avec Yves de la tradition des chanteuses françaises comme Piaf, etc. Elle n'avait pas comme caractéristique d'être des beautés absolues. Dalida, elle avait un côté Miss Monde qui a quand même fait son impact. Miss Égypte. Miss Égypte. Donc, elle remplit le Cirque Royal et l'ancienne Belgique. Du coup, je me redresse. Et l'ancienne Belgique. Et à partir de là, toutes les années, elle débarque en Belgique pour un minimum un concert. Dans toutes les villes, il y a donc Bruxelles, Liège, Knock, Ostende, Spa, Tubize, Nivelles. Enfin bon, je ne vous fais pas la géographie. Michel Serruti, et 30 qui ans n'aime après, que les chanteuses de jazz. Je ne sais pas s'il y a autant de fans en Suisse qu'en Belgique. Et je te donne la parole tout de suite parce que forcément. Non, mais Bon, alors Michel. regarde la page dalida.com. Il y a par pays, les fans peuvent poster des petits commentaires. Eh bien, pour la Belgique, il y a 8 pages. C'est un peu moins que la France, il y a 14 pages, mais c'est beaucoup plus que la Suisse, beaucoup plus que l'Égypte et beaucoup plus que l'Italie, curieusement. Merci beaucoup. Quelle mine de statistiques. Alors, allons-y, mon cher Michel. Bon, moi, je vais vous parler du film, 2 secondes, parce qu'on a parlé de plein de choses au niveau de Dalida. On n'a pas tellement parlé du film. Alors, le film qui retrace, mais parce que ça a un intérêt, je trouve, avec la façon dont on peut percevoir la carrière, peut-être, et donc l'héritage de Dalida. Moi, j'ai trouvé que le film n'était pas très réussi, pour être tout à fait franc. C'est pas un film, moi, qui m'a beaucoup séduit, parce qu'en gros, ça se résume à une sorte de vaste clip vidéo où c'est je rencontre quelqu'un, musique, j'aime quelqu'un, musique, drame, musique, le type meurt, musique, et puis c'est... Non mais c'est un peu ça. Et c'est comme ça sur 2 heures de film, donc au bout d'un moment, on en a un petit peu... Ouais, on a vu le truc. En même temps, c'est une chanteuse. Mais la question, voilà. Alors après, c'est ça la question que je me dis. Je me dis, moi, j'aurais aimé, parce que Dalida n'était pas une auteure, pas un compositeur, mais c'est une formidable interprète. Ça, on peut pas lui enlever. Il faut quand même reconnaître ça. Mais alors, en même temps, on rentre jamais dans la cuisine de
Comment on choisit ses titres, comment elle a travaillé avec les auteurs-compositeurs, Orlando, quel choix, comment ça se passait, comment elle a réussi toujours avec Orlando à La orienter vérité, sa c'est que carrière. Dalida, c'était Orlando. Ouais, alors c'est ça, mais c'est ce qu'on comprend en Qui était son filigrane. frère, on rappelle, son frère est Il producteur. l'est toujours. Hein. Et producteur, et qui vit toujours. Oui, il est absolument. toujours là, c'est vrai. Et en filigrane, c'est ça. Mais alors en même temps, justement, si la formidable carrière artistique, entre guillemets, de Dalida se résume à celle d'Orlando, mais qui est expliquée sans être véritablement expliquée dans le film, alors en même temps, ce film réussit quand même ce petit tour de force, parce qu'on évacue toute la cuisine du fonctionnement de la vie d'artiste, à montrer une certaine vacuité peut-être au niveau des choix artistiques qui ont pu être faits et qui étaient délégués à l'entourage, et notamment Orlando. Mais je trouve qu'on aurait peut-être pu appuyer encore plus et rendre hommage, parce que, alors on aime, on n'aime pas, moi ça me touche moyennement, vous parlez des chanteuses de jazz, vous avez raison, c'est ni Sarah Vaughan ni Ella Fitzgerald, mais par contre, il y a eu cette capacité à sentir l'air du temps et à réussir à concrétiser cet air du temps en des tubes, par Orlando et par Dalida dans son interprétation, qui ont fait ce succès, même si au niveau, on va dire, artistique, au sens grand du terme, eh bien, on reste un peu sur notre fin. Les réseaux sociaux sont toujours très investis par les fans de Dalida. Les fans, et quand ils viennent à Paris, ils vont à Montmartre, quartier où vécut Dalida jusqu'à sa mort. Sur Instagram, Denis prend par exemple la pause devant la maison où elle habitait. Suivez-nous sur le compte Twitter de l'émission et vous trouverez toutes les informations donc, sur le site internet aux adresses qui s'affichent au bas de l'écran. C'est mon côté. C'est hommage à Dalida. Non, c'est mon côté frère d'Ardenne. Il ne faut pas oublier le petit souffle à la fin. Va de l'écran. Depuis 45 ans, elles écrivent à quatre mains. Nous changeons de sujet, nous allons parler de deux femmes extrêmement talentueuses que sont les sœurs Labec, histoire singulière, des pianistes que vous connaissez, originaires du Sud-Ouest, c'est une région que j'aime tellement, qui sont de toutes les scènes, de tous les styles. Effectivement, elles ont joué de la musique classique au départ, du jazz, elles ont participé à énormément d'expériences différentes. Nous allons évoquer évidemment leur carrière à l'occasion de la sortie d'un nouvel enregistrement qui s'appelle Invocation, et dont voici un extrait. Donc on est dans un monde radicalement différent à celui que nous venons d'évoquer. De Dalida au Labec, voici l'extrait. Qui cela? Allez, Michel, vous êtes un homme qui aimait le jazz. Des pianistes vous sont soumis, si je puis dire, leur travail. Oui, non, pas tout. Est-ce que vous aimez ce qui est expérimenté? Parce que ce qui est intéressant chez les Sœurs Labec, depuis le début, c'est le côté expérimentation. Il y a un véritable côté, comme vous dites, aventureux chez ces deux sœurs-là. Et le coffret Sisters, que j'ai réécouté il y a quelques jours d'ailleurs, voilà, je peux vous conseiller d'écouter ça, c'est sublime, tant par les choix musicaux que par l'interprétation. C'est une véritable réussite. Le dernier disque, même s'il est très réussi, est quand même peut-être un poil plus difficile d'accès. C'est pas toujours très simple d'écouter le Sac du printemps de Stravinsky pour deux pianos et sans orchestre. Voilà, mais c'est très bien. Mais commencez peut-être par Sisters. Alors, les Sœurs Labec, effectivement, ce qui est intéressant chez elles, c'est leur côté aventureux. C'est les rencontres qu'elles ont pu faire, c'est le répertoire qu'elles ont choisi. Mais au-delà de ça, on va dire peut-être pour monsieur, madame, tout le monde, pour le public, la grande force de ces deux sœurs-là, pour moi, c'est de réussir à jouer à deux, autour de deux pianos en général, pas d'un seul, mais de deux pianos, comme s'il n'y avait qu'un seul interprète. Et ça, c'est un véritable tour de force. Parce qu'elles sont capables de jouer à quatre mains en faisant respirer la musique, c'est-à-dire en faisant des vagues, en faisant palpiter la musique, en la faisant rebondir, en allant plus vite, en ralentissant. C'est une osmose. En véritable osmose. Et ça, au piano, avec deux pianos, c'est un boulot de dingue. Alors justement, c'est pas du 80.
Oui, c'est pas C'est du deux fois demain. Deux fois Exactement. demain. C'est 2 fois demain. Et ça fait toute la différence, Michel. Ben, ce qui est intéressant, je pense, chez les sœurs Labec, c'est qu'elles jouent un répertoire classique, hein, que vous avez mentionné, Guillaume, très vaste, mais elles le font avec ce qui est leur culture musicale à elles, qui est celle du classique, mais aussi du jazz et aussi du rock. Et du coup, elles ont une approche qui les rend extrêmement modernes, parce que qu'est-ce que finalement est la limite en général de la musique classique? C'est qu'elle inclut très très peu de préoccupations rythmiques. Et que très souvent, même les plus beaux interprètes romantiques de musique classique, pianistes ou non pianistes, c'est qu'ils sont un peu européens, ils sont blancs la plupart du temps, et du coup, il vous joue avec un peu cette raideur qui est celle du classique, ou voire avec un côté un peu rubato, ringard, qui est qu'au contraire, le rythme se balade un peu, mais il ne se balade pas parce qu'il swing, il se balade juste parce qu'il manque un peu de rigueur rythmique, justement. Et qu'à l'aune de leur connaissance du jazz, d'une part, du rock, de l'autre, elles sont, à mon goût, avec Martha Argerich, les meilleurs interprètes de musique classique que je connais aujourd'hui, en raison justement de cette modernité. Et si elles peuvent se permettre de faire le Sacre du printemps de Stravinsky à 2 pianos, ce qui effectivement est surprenant dans un premier temps parce que c'est très déshabillé, c'est justement parce que l'aspect très moderne de Stravinsky, qui est le rythme, et puis un certain nombre... c'est les Demoiselles d'Avignon version musique. Hein. Exactement. C'est la révolution des Demoiselles d'Avignon pour la musique. C'est exactement ça. Mais du coup... C'est pour ça que vous m'avez engagé, d'ailleurs, c'est pour cette espèce de profondeur simple. Et de connaissance de Stravinsky et de Picasso. Je suis là pour faire rigoler mes camarades. Il jouait de quoi, Picasso, déjà La guitare carrée. Voilà. Et juste donc pour l'anecdote, il faut rappeler que Katia Labec a été pendant quelques années l'épouse de John McLaughlin, qu'ils ont fait quelques enregistrements ensemble, etc. Et c'est juste pour dire que, bien entendu, après... le cœur a ses raisons, voilà, hein, que nous la ne raison connaissons ignore. pas, voilà. Mais malgré tout, ça prouve une culture, en tous les cas commune, voilà, qui fait la différence, en tous les cas, des sœurs Labec, et qui peut, du coup, être une entrée pour des gens comme moi, qui en général s'endorment pendant les œuvres classiques parce que plus répétitif. Vous aimez le rock, c'est tout. Il n'y a que Terry Riley, voilà, et puis surtout qu'il n'y a absolument aucune pompe rythmique et que donc on s'emmerde, quoi. Mais donc pas avec il y a un souffle. Moi, je peux vous dire que j'ai été voir récemment Cecilia Bartoli chanter Norma au Théâtre des Champs-Élysées. Et je peux vous dire qu'on ne s'emmerde pas. C'est absolument exceptionnel. Cette manière de... comme ça, de mama italienne d'attaquer la scène. Hey, Dalida. Alors, allons-y. Un petit café. Je ne sais pas si certains de vous les avez déjà vus sur scène. J'aimerais beaucoup les voir live. Moi, je les ai vus. Oui, ça doit être assez impressionnant parce que vous parliez d'osmose tout à l'heure. Je les ai vus plutôt sur vidéo. Il y a vraiment une puissance, elles ont un charisme, elles sont chacune dans leur couloir en même temps totalement ensemble. Et j'adore le décloisonnement qu'elles proposent, ces deux artistes. Le fait qu'elles puissent aller du baroque au classique en passant par, on parle de musique contemporaine, Philippe Glass a composé pour elles, c'est pas rien quand même d'avoir un répertoire aussi vaste et d'être aussi virtuose dans tout ce qu'elles abordent. Je les trouve vraiment très inspirantes, ces musiciennes. Avant que vous ne mouriez de froid, car c'est effectivement votre cas, derrière ce sourire ravageur, vous nous dites ce que vous pensez des Demoiselles Labec, d'autant plus qu'il y a un livre que vous avez devant vous. Oui, j'ai eu Katia Labec au téléphone. Elles sont absolument... Parce que ce sont toujours des stars, mais dans les années 80-90, avec notamment Le Grand Échiquier de Jacques Chancel, vraiment, là, elles étaient connues du grand public français, peut-être plus qu'aujourd'hui, où elles ont vraiment une carrière internationale. Et Katia Labec me disait que la chance de sa vie, c'est d'avoir la sœur qu'elle a. Donc on sent cette espèce de lien, et on sentait que ça venait du cœur, parce que c'est pas toujours évident de travailler à deux. Elles en parlent d'ailleurs dans ce livre que voici, Une vie à 4 mains, de Renaud Machard, où elles reviennent vraiment sur toutes les collaborations qu'elles ont eues avec Glass, mais avec Boulez, avec Georges Prêtre, qui nous a quittés, ce grand chef d'orchestre. Et c'est vrai qu'elles sont impressionnantes, moi je trouve, parce que c'est un peu des pionnières, c'est-à-dire qu'elles jouent un peu sur ce côté spectacle, c'est-à-dire qu'elles sont sœurs, on pourrait presque croire qu'elles sont jumelles, elles ont un côté gothique, ce qui fait que j'imagine, elles ont un talent incroyable
incroyable, elles travaillent énormément. Mais je pense que ça a joué aussi sur le fait d'être connues. Elles ont leur premier disque d'or, c'était Rhapsody in Blue de Gershwin en 1981, immense succès public. Et on les a regardées un petit peu de haut dans le milieu classique, surtout de musique contemporaine, où ça ne se faisait pas. Et c'est vrai qu'elles ont une ouverture d'esprit impressionnante. J'ai l'impression de parler à... voilà, elles sont impressionnantes de simplicité, alors que leur amie, par exemple, c'est Madonna. Ouais. C'est une très bonne amie, Madonna. Vous voyez, Sting aussi. Il y a une vidéo extraordinaire. Madonna amène toute son équipe. Elle arrive à Paris, elle amène toute son équipe dans, je ne sais pas, la maison parisienne des sœurs. Et tout le monde est assis par terre autour des deux pianos. Et alors elle joue comme si elle jouait. Vous imitez très bien les pianistes. Alors moi je pensais que c'était Dalida, mais en fait, finalement, je suis très Labec. Pascal Bourgault, la légèreté du piano. Bon, mon fils a commencé le piano, donc bientôt vous aurez... J'aurai une pièce intégrale. Vous trouvez d'ailleurs dans le livre des tas de photos justement de ce qu'évoquait Yves tout à l'heure, c'est-à-dire un partenariat qui va de Georges Prêtre à Miles Davis, qui est absolument atypique et c'est formidable. Alors maintenant, il y a effectivement, parce que Yves a dit un mot, et vous allez terminer, ma chère Pascal, c'est important. C'est vrai qu'il existe dans le monde un personnage absolument extraordinaire. Si vous avez la possibilité, où que vous soyez dans le monde, j'ai parlé tout à l'heure de Cecilia Bartoli comme chanteuse, allez voir sur scène Martha Argerich, donc la grande pianiste argentine, qui est le phénomène mondial de la musique au piano, évidemment. Voilà. Alors... Elle était naturalisée. Si, en plus, c'est bon. Donc elles avaient un petit côté branché quand même, les sœurs. Il n'y a pas que Philippe Glass qui a écrit pour elles, il y a aussi un compositeur que vous connaissez évidemment, puisque vous êtes un grand spécialiste, mon cher Guillaume, Philippe Bousmans. Aucune idée. Eh bien, c'est un compositeur belge qui a écrit une pièce expressément pour elle qui s'appelle Capriccio pour 2 pianos et un orchestre. Et il a écrit, elles l'ont interprétée, première mondiale en Belgique, à Bruxelles et à Liège, une pièce commandée par l'Orchestre Philharmonique de Liège, Wallonie-Bruxelles, et il a été montré à Ars Musica. Vous connaissez Ars Musica ? Voilà, oui. Le grand festival, le principal de musique contemporaine en Belgique. Voilà, ça c'était la petite histoire des sœurs Labec. Voilà, donc on rend hommage à la fois tout à l'heure au livre et puis maintenant Sisters Dutch Gramophone. Et donc le dernier, dont on a eu un extrait tout à l'heure, Invocation, avec cette interprétation notamment du Sacre du Printemps, sans orchestre, avec 2 pianos. C'est un peu d'ailleurs le principe d'Estelle Martin dans le Zap Culture toutes les semaines, pas d'orchestre. Mais 2 pianos auparavant. Donc, vous allez y trouver sur Facebook, puisqu'on parle d'interactivité à la suite de chaque sujet. Jean-Luc qui évoque le dernier album en date des Sœurs Labec, Le Sacre des Labec. Génial, cette version pour 2 pianos électriques, passionnante, Invocation, donc, puisque c'est le titre par 2 sacrées prêtresses. Toutes les informations sous Twitter et évidemment le bas de l'écran avec les adresses importantes. Pour notre dernier débat du jour, juste après le Zap Culture, nous parlerons de l'importance des bibliothèques et c'est donc Emmanuel Kérad et Lise Loretia qui vont remplacer Yves et vous, Pascal. Au revoir, mon cher Guillaume. Pascal, on fait un duo avant que vous quittiez. Vous êtes duo du piano. Non, elle joue au piano comme ça. Et tout de suite, le zapping culturel de Estelle Martin. Le graffeur qui s'arrigne remplit à coups de craie tous les espaces vides. Presque 30 ans après sa mort, son graphisme au message rapide, enfantin, rencontre le public de la Fondation Zinsou au Bénin. Aux 4 coins du monde, ou juste au coin de la rue, l'Atlas a pris le pouvoir et il marque son territoire. J'ai très vite compris que, vu le nombre de gens qui agissaient dans la rue, il fallait que je trouve mon style et que je l'impose à tous. Le personnage du caporal Schneider va marquer tous les romans. Qu'est-ce que vous avez? Une bombe devant la maison. Oui, ça, c'est une surprise, hein? C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane! Ousmane! J'aurais dû faire une blanquette. Le préjugé, il est partout. On n'est pas dans un truc manichéen, les gentils noirs, les méchants blancs ou l'inverse. Parle-moi d'amour. L'as-tu déjà ressenti? L'as-tu déjà vécu? Lobby-Koutsi, c'est une danse, une musique camerounaise. C'est pas qu'une musique des bêtises, c'est une musique camerounaise, une musique de l'Afrique centrale. Ce son si particulier, c'est celui du clavecin. À première vue, l'instrument ressemble énormément au piano. La principale différence est avant tout sonore. Tout se joue au niveau de cette petite pièce en bois.
L'augmentation des coûts et la diminution des ventes de billets ont porté un coup fatal au cirque Barnum, un empire construit il y a 146 ans et qui, au fil des ans, est devenu un spectacle légendaire aux États-Unis. Funambule de l'image, Charles-Henri Favreau a été toute sa vie un passeur. Journaliste globe-trotter, écrivain, collectionneur et ambassadeur inépuisable de la photographie et de Lausanne à travers la fondation du musée de l'Élysée. Daral Chagar raconte l'histoire de deux destins parallèles. Celui d'un couple, un père et sa fille, qui décident de rejoindre un ailleurs. On imagine que c'est un père et une fille qui viennent du sud et qui partent vers un Occident qui ressemble au nôtre. Et à l'inverse, il y a le chemin d'un migrant qui a fait cette route et qui est un peu désabusé, désillusionné par ce qu'il a vécu. Son personnage, le jeune Kémy, va lui aussi faire un périple initiatique. Initiation à la violence, à la mort et au rite. 2 enfants juifs livrés à eux-mêmes dans la France occupée. Tu boites? Non, c'est rien. C'est l'histoire d'un sac de billes. Le roman autobiographique de Joseph Joffo a ému 20 millions de lecteurs dans le monde. Lire à voix haute Zola, Proust, Flaubert ou Nathalie Sarraute au cœur de la bibliothèque publique du Centre Pompidou. Ce coup de feu, c'est nous tous qui l'a blessé au ventre. Honte, ça. Un exercice délicat auquel se sont prêtés ces 3 comédiens toute la soirée. Répétition d'Antigone cet après-midi au Théâtre du Parc. Il y a du monde sur scène, mais cela devient de plus en plus rare. Les théâtres ont en effet de plus en plus de mal à présenter de grosses distributions. Clo-Clo, Mike Brandt, Sacha Distel, Dalida, quasi ressuscités par la magie des hologrammes. Il y a vraiment un bonheur à être face au public, quelque chose de charnel, de les sentir, de les toucher. Nous allons parler des bibliothèques maintenant et des difficultés qu'elles rencontrent un peu partout. Nous sommes avec Lise-Laure Etiat qui nous a rejoint. Ma chère Lise-Laure, bonjour. Bonjour, Guillaume. Et Emmanuel, bonjour. L'espace de la librairie francophone sur France Inter. Les bibliothèques, je parlais du mot espace, eh bien c'est logique puisque ce sont des espaces de culture et de socialisation formidables, classiques depuis la nuit des temps, mais avec les coupes budgétaires que tout le monde connaît, qui affectent particulièrement les dépenses culturelles, et évidemment, surtout, la tentation du tout numérique. Les bibliothèques sont en danger de disparition dans certains pays. Par exemple, on voit le centre Pompidou qui est juste derrière moi. Vous le voyez probablement tout au fond, il y a une bibliothèque formidable au centre Pompidou. Il y en a partout, évidemment. Elle est gratuite. À Paris. Qu'en est-il au sein de la francophonie? Voici le sujet de TV5 Monde. Nous en parlons avec nos chroniqueurs. Un silence religieux, une séance de lecture un peu austère, voilà peut-être l'idée que vous faites des bibliothèques. Mais où avez-vous la tête? Ce soir, c'est soirée pyjama à la médiathèque. Je suis bibliothécaire, je suis à la médiathèque, je suis donc aux robes de chambre. On a le thermos de thé, le plaid au cas où pour les coins lecture. Ici, on s'amuse un peu. On vient de faire avec madame speed booking. Vous savez, vous connaissez? Cette soirée pyjama s'inscrit dans le cadre de la Nuit de la lecture, une première édition qui a dû s'organiser très vite, l'occasion pour les bibliothécaires de donner une autre image de leur métier. Ça fait une bonne vingtaine d'années que maintenant les bibliothèques sont des médiathèques dans lesquelles on trouve divers supports, dans lesquels on peut faire du bruit. On n'est plus du coup des bibliothécaires dans un silence religieux. On est jeunes, on est dynamique, on aime les séries, on aime aller au cinéma, on aime lire toutes sortes de choses et on fait passer ça auprès de notre public au jour le jour. Un public jeune, ravi de faire la fête dans ce lieu, surtout que tout a été pensé pour eux. Jeux vidéo, casques de réalité virtuelle. On pourrait se dire que nous sommes très loin du livre, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est du scénario, c'est de l'art graphique, c'est de la musique. Donc il y a plusieurs créateurs qui rentrent en ligne de compte. Et oui, il y a des joueurs, mais c'est aussi une histoire. Vous savez, on rentre dans un monde. Et finalement, est-ce que lire, c'est pas aussi rentrer dans un monde avec des mots? Donc voilà. Ici, les prêts dépassent le million chaque année et le livre reste majoritaire. Ce soir, 300 personnes sont venues dans cette médiathèque. Ils étaient plus de 250 000 à participer à cette première nuit de la lecture en France. Voilà, autour de cette réflexion sur les bibliothèques, nous avons vécu ensemble, grâce à ce sujet, cette opération française originale autour de la lecture. Est-ce que vous avez le sentiment, les uns et les autres, je vais commencer par vous, Lise-Laure, par exemple, que les bibliothèques sont en danger, en voie de disparition?
Je dirais que pour l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, c'est quand même différent parce que le problème ne se pose pas de savoir si elles disparaissent, c'est en termes d'existence. Parce que déjà, est-ce qu'il y a des bibliothèques, quand on voit par exemple dans les grandes villes africaines, dans certains quartiers populaires, il n'y a quasiment pas de bibliothèques. Et tout le but aujourd'hui, et c'est le débat des passionnés de lecture, de demander à l'État de mettre en place une politique du livre. Alors, les bibliothèques nationales sont assez peu présentes, il n'y en a pas, problème d'espace, problème d'approvisionnement, problème de formation. Les bibliothèques scolaires, très peu. Alors, du côté à l'université, il y a des livres, mais c'est plus des livres scientifiques. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même pas mal d'initiatives privées. Il y a des ONG, il y a des passionnés de lecture qui organisent des salons du livre, qui organisent des journées portes ouvertes. Et je voudrais saluer quand même l'initiative de la directrice de la Bibliothèque nationale à Abidjan, qui s'appelle Chantal Adjiman, et qui, elle, a décidé de lancer un projet en 2012. Ça s'appelle Femmes et Lecture et ça permet à des femmes de lire des livres, mais dans des salons de coiffure. Elle est allée positionner les livres dans les salons de coiffure. Elle a à peu près 1750 livres. Et elle se dit, les femmes sont les plus touchées parce que entre le travail, les enfants, les tâches ménagères, elles n'ont pas le temps de lire. Par contre, elles aiment être coquettes, donc elles vont dans le salon, elles y passent 2 heures. Et l'idée, c'était de placer des livres pour que ces salons deviennent littéraires et les pousser à lire. Mon cher Emmanuel, est-ce que vous avez l'impression, à travers votre émission et vos enquêtes sur la littérature, que les bibliothèques sont, par exemple, là, alors c'est de l'autre côté de l'Institut du monde arabe, il y a la célèbre bibliothèque François Mitterrand. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que les bibliothèques sont en danger? Pas du tout, en tout cas pas en France. Je vais vous expliquer pourquoi. En Belgique, en revanche, il y a eu un rapport qui est tombé fin 2016 avec la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a annoncé que les prêts en bibliothèque ont chuté de 2 millions depuis 2004. Donc dans certains pays, et notamment c'est le cas non pas en francophonie, dans la francophonie, mais dans les pays anglophones, en Angleterre également, il y a des fermetures de bibliothèques. En France, c'est un petit peu plus, je dirais, protégé. D'abord, effectivement, on crée de moins en moins de bibliothèques simples. Vous savez, la bibliothèque, comme on l'a créée à l'époque. Et puis, bon, évidemment, il y a la BNF ici en France, à Paris. On crée des médiathèques, ce qui ouvre évidemment le champ culturel, qui permet à des jeunes, notamment, de venir emprunter des disques et au passage un livre. Et puis, il y a des initiatives qui perdurent depuis plusieurs années. On voit dans les grandes villes et dans les petites villes aussi des bibliobus. Vous savez, ce sont des bibliothèques roulantes, voilà, qui arrivent sur les marchés notamment. Donc, ça favorise la démarche, puisqu'on peut, comme ça, quand on va faire son marché, aller emprunter un livre. Le souci des bibliobus, c'est que ce sont généralement des romans de gare, des succès populaires pas très intéressants ou des classiques qu'on a déjà lus. Donc les lecteurs avertis, que vous êtes tous, évidemment, ne seront pas vraiment contentés. Alors, les bibliothèques ont tendance à créer des événements pour faire venir du monde, ça c'est important. Il y a eu, vous l'avez précisé tout à l'heure, une initiative qui s'est déroulée le 14 janvier dernier en France, la Nuit de la lecture, qui a rassemblé 16 000 points de lecture en France. Il y a à peu près 9 000 bibliothèques et donc 9 000 plus donc 7 000. C'est bien, ça fait longtemps. Et 16 000, ça fait 16 000. C'est bien, et 7 000 points de lecture voilà, qui sont installés dans les mairies ou ailleurs. Alors, la ministre a précisé d'ailleurs à cette occasion qu'il faut absolument que les bibliothèques ne se contentent pas d'être un simple lieu de consultation, mais doivent être des lieux d'échange, de dialogue, de partage. Et c'est comme ça que la France protège ses bibliothèques. Une dernière chose, Guillaume. Il faut savoir qu'en France, il y a des bibliothèques qui font partie du patrimoine culturel, avec des monuments très importants. La BNF, vous l'avez dit, qui est juste à côté, mais aussi la bibliothèque Schœlcher en Martinique, qui est un vrai monument quasi historique, c'est magnifique, ou encore l'Alcazar dans la ville du sud de la France, à Marseille. Serruti, des bibliothèques en Suisse? Oui, une ou deux. Vous savez, la lecture en Suisse. Non, je plaisante. Non, c'est faux. Merci, Emmanuel. Je plaisante. Non, mais je suis content d'entendre ce que tu viens de dire, Emmanuel, parce qu'en Suisse non plus, c'est pas un problème. J'ai regardé les chiffres. Il y a pratiquement pas de baisse de fréquentation des 10 plus grandes bibliothèques en Suisse au cours de la dernière année. Et même sur les dernières 10 ans, c'est vraiment extrêmement stable. Il y avait même une augmentation de la fréquentation. Je parle de ça il y a 5-6 ans. Donc il n'y a pas véritablement de crise de fréquentation des bibliothèques en Suisse comme c'est le cas en France. Pour les mêmes raisons, peu ou prou, qu'Emmanuel en a expliqué, parce que c'est la même réalité. Il y a aussi des bibliobus. Les bibliothèques sont aussi devenues des médiathèques. On n'a qu'à regarder aussi le succès des salons du livre. Mais est-ce que ce n'est pas essentiellement fréquenté par des gens qui font des études? Est-ce que la bibliothèque n'est pas d'abord et avant tout le lieu des étudiants? Ça sont les bibliothèques universitaires. Alors, il y a les bibliothèques universitaires. Non, mais en général.
Alors, oui, souvent. Certainement, oui, mais en même temps, si on veut avoir... oui, certainement. Vraisemblablement, vous avez raison. On va bosser. Moi, je me souviens, on allait bosser dans les bibliothèques. Mais en même temps, si on va et voir maintenant, on va acheter des livres chez les libraires. En même temps, si on va avoir un point de comparaison qui est dans la durée, je veux dire, avant, il y avait des étudiants qui allaient peut-être emprunter et qui allaient étudier dans les bibliothèques, mais ils sont manifestement toujours là. Il n'y en a pas moins. En tout cas, en Suisse, ça n'a pas évolué au cours des 10-15 dernières années. Et il y a plus de... Pardon. Il y a juste une chose, par contre. Les bibliothèques connaissent des difficultés, mais ce n'est pas tellement au niveau de la fréquentation. Il y a un point qui est intéressant, mais ça, en France, c'est également connu. C'est par rapport au prix d'abonnement des revues. Notamment les revues scientifiques. Là, il y a un véritable problème qui existe et qui peut avoir un impact sur la difficulté qu'ont les bibliothèques, pas tellement au niveau de la fréquentation, mais au niveau de leur budget, au niveau de leur financement, parce que le coût de revient d'abonnement des revues scientifiques est formidablement élevé. C'est des dizaines de milliers d'euros d'abonnement par année. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué pour certaines bibliothèques qui doivent faire face à des coupes budgétaires, par exemple. Donc, il y a ce problème-là. En Suisse, il est connu, comme en France d'ailleurs, mais pas au niveau de la fréquentation. Voilà, faut le dire. Très court, les bibliothèques sont moins en danger finalement que les médiathèques, paradoxalement, parce que la médiathèque, avec les disques notamment, il y a beaucoup plus d'accès pour les jeunes avec le numérique, et on pâtit plus du numérique sur le plan de la musique que sur le plan du livre. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, le livre numérique est en baisse constante, notamment en Europe francophone. Le livre numérique qu'on trouve aussi dans les bibliothèques. Dans tous les centres, les grands centres d'Alliance française, évidemment, un peu partout dans le monde, et ça vous concerne, vous qui nous regardez à l'autre bout donc, de la planète, les importantes bibliothèques des Alliances françaises. Julie. Je ne sais pas si au Québec, c'est à cause de notre histoire qui est assez jeune, assez récente, mais on a eu tellement de livres mis à l'index. Le savoir était tellement détenu par ceux qui avaient l'argent et le pouvoir que la démocratisation du savoir que les bibliothèques proposent connaissent un grand succès au Québec. Je ne sais pas si on peut faire un lien avec notre histoire. C'est très dynamique. Évidemment, comme partout en culture, on n'aura jamais assez d'argent. Il en faudrait toujours plus. Mais on a une magnifique bibliothèque qui a été inaugurée en 2004. Et maintenant, elle est aussi associée au Fonds d'archives du Québec. Et c'est un lieu extrêmement dynamique. Vous parliez tout à l'heure de transformation de ces lieux-là avec une diversité d'activités. Il y a Robert Lepage qui a in situ là, une production qui fait le portrait des 10 bibliothèques les plus étonnantes. Qui est Robert Lepage? Un grand homme de théâtre, de cinéma et de performance. Et il a créé cette expérience... Grand auteur aussi. Oui, absolument. Il a créé cette expérience qui est une immersion où on peut fréquenter les bibliothèques les plus étonnantes du monde. Donc, c'est présenté dans le cadre de cette bibliothèque-là. Et pour nous donner une idée, Montréal, l'île de Montréal, c'est un peu moins de 2 millions d'habitants et il y a plus de 300 000 abonnés à la bibliothèque nationale. Beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et puis, la ville de Québec, per capita, a un taux d'achalandage le plus important de la province du Québec. Donc, elle se porte bien, nos bibliothèques. Elle se porte assez bien. Estelle. Effectivement, moi je pense que les bibliothèques en France se portent plutôt bien. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de voir que même dans des petits villages, il y a des médiathèques. Donc on sent qu'il y a vraiment une politique française pour que les bibliothèques vivent. L'opération menée par le ministère de la Culture est importante parce que je pense que la bibliothèque doit se transformer, mais elle est toujours importante pour les jeunes, vous le disiez, parce que même dans les quartiers défavorisés, c'est là qu'ils viennent travailler. Alors ils viennent trouver des livres, mais ils viennent aussi travailler. Et c'est vrai que je pense qu'il faut accompagner la bibliothèque dans cette énergie, dans ce mouvement. Vous parliez des bibliothèques importantes. Il y a Richelieu qui va rouvrir bientôt, en 2020, et elle est amenée à devenir le premier pôle mondial pour l'histoire des arts et des images. Donc, je pense qu'en France, on peut se rassurer. Et même Bruno Racine, l'ancien directeur de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, lui est plutôt rassurant, lui aussi. Il pense qu'il y a encore du monde pour venir dans les bibliothèques. Il plaide pour une bibliothèque gratuite. C'est ce qui se passe à Pompidou. Et je pense que c'est là aussi qu'on peut faire vivre les bibliothèques. C'est en ayant un accès gratuit pour que tout le monde puisse avoir accès à la littérature. Et je citerai pour terminer Leila Slimani, un prix Goncourt 2016, qui disait « La littérature m'a tout donné. À 12 ans, j'ai pu découvrir tous les continents tout en restant dans mon quartier de Rabat. » Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des bibliothèques. Moi, j'étais en Afrique toute ma jeunesse. Je pense que j'ai lu tout le centre culturel français, qui avait une belle bibliothèque. Et je pense que c'est important que ces lieux existent en France et ailleurs. Et le prix de Leila Slimani rappelle quand même que la différence entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Parce que moi, j'étais en Égypte, j'ai vu la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque moderne, elle est énorme. Mais en Afrique subsaharienne, c'est quand même un problème, malgré qu'on ait toujours en France une belle production littéraire africaine. Dans Beaux-Arts Magazine, vous trouverez par exemple un grand entretien avec Laurence Anguel, qui préside la Bibliothèque nationale de France, la BNF, et la conscience de que veut dire un esprit
libre. Voici, il parlera tout à l'heure, on parlera des expositions Beaux-Arts, mais aussi l'excellence Renaissance de connaissance des arts. C'est maintenant donc l'interactivité. Donc nous allons en terminer avec cette interactivité que je vais retrouver. Les bibliothèques sont importantes pour tous. La ministre de la Culture française qui évoquait tout à l'heure Emmanuel Kérad, Audrey Azoulay, en a conscience, elle a tweeté « Nous voulons que les bibliothèques ne soient pas seulement les lieux de consultation et de prêt, mais s'affirment comme des lieux de vie. » Pas exagéré non plus. Avec la volonté d'ailleurs d'ouvrir les bibliothèques le dimanche et les soirs de semaine. Ça, ce serait très important pour que tout le monde puisse y aller à sa convenance. Mais c'est vraiment très important dans les quartiers défavorisés, je vous assure, parce que souvent ils n'ont pas de place pour travailler. Et là, la bibliothèque, c'est le lieu rêvé. Voilà. Vous nous suivez sur Twitter, bien évidemment. Vous regardez les infos sur le bas de l'écran. Et avant de nous quitter, c'est l'heure des coups de cœur. Ces coups de cœur ont un caractère historique, car il fait moins 40 dans les studios de l'Institut du monde arabe. Et donc, vous nous voyez, mais c'est terminé. Après, nous disparaissons tous. Julie, vous êtes la seule à être habituée justement à vivre par moins 40 au Québec, votre coup de cœur. Mais non, ça va nous conserver très longtemps. Ouais, voilà. Ce serait bien d'ailleurs que les caméras panotent sur notre ami à droite, qui est notre cadreur, qui lui est absolument équipé comme s'il allait monter la face nord de l'Aïguer. Alors que, par exemple, regardez la sublime Estelle, elle est à poil, il fait moins 40. Donc ce ne sont pas des chroniqueurs, ce sont des fantassins de la culture. C'est beau. Donc, Julie. Coup de cœur. Alors, une biographie de Prince signée par un fan de Prince, Mobin Hazar, qui avait réalisé un très beau documentaire pour la BBC. En fait, c'est un journaliste de la BBC. Et il avait rencontré, sur le chemin de cette réalisation, plusieurs collaborateurs proches de Prince, des musiciens, qui le dévoilent parce que même s'il était très exubérant, ce prince mauve, il était assez secret. Et c'est un musicien hyper important et on arrive à comprendre le processus de composition, toute sa façon de fonctionner. J'ai presque un doctorat en Prince et je peux vous attester, vous officialiser que c'est un livre très réussi. C'est mignon d'avoir un doctorat en Prince. Il vous a embrassé, La congelée. Mais pas du tout. Non, Prince a embrassé... Il m'a prise dans ses bras. Donc l'avantage que ça, c'est qu'il vous arrivait à la hauteur de micro. Jusqu'à la taille, oui, c'est ça. Moi, j'ai une passion pour Prince absolue. Voilà. Dans La Congelée. On va vous appeler comme ça dorénavant. Alors, mon coup de cœur va à une auteure, une écrivaine... Je parle de la gelée, bien sûr. Donc, mon coup de cœur va à une auteure, une écrivaine turque, Asli Erdogan. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, puisqu'elle a été incarcérée pendant 4 mois et demi pour propagande terroriste donc, en Turquie. Elle n'a aucun lien avec le président Erdogan. Et donc, voilà, elle est éditée chez Actes Sud. Je pense que c'est important de lire Asli Erdogan. C'est important d'en parler, car elle est en liberté sous condition. Elle n'a pas encore été jugée. Et donc, voilà. Donc, il y a ce livre, très beau livre, Les oiseaux de bois. C'est des nouvelles, donc chez Actes Sud. Et ils viennent de ressortir Le silence même n'est plus à toi. Très beau titre donc pour ce dernier recueil de nouvelles d'Asli Erdogan, édité chez Actes Sud. Ma chère Lise-Laure. Oui, mon coup de cœur, c'est un film, un documentaire qui s'intitule Les États-Unis, le nouvel apartheid. C'est un documentaire d'un réalisateur français qui s'appelle Romain Icard. Et je trouve que c'est important d'en parler au moment où Barack Obama va quitter la Maison-Blanche. Il s'est intéressé en fait à la situation raciale dans les établissements et il est allé enquêter dans la ville emblématique de Selma, en Alabama, qui est un lieu où s'est déroulée la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Et il a suivi une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui a 18 ans, qui, du début, depuis qu'elle est scolarisée, actuellement, elle va aller à l'université. Elle n'a jamais eu un camarade blanc, c'est elle qui le dit. Et je trouve que cette situation est un peu alarmante et préoccupante, c'est-à-dire c'est le retour de la ségrégation aux États-Unis. Tout le monde pensait que le fait d'avoir un président noir en 2008, ça voulait dire que la mixité qu'on avait avancé dans ces problèmes-là. Mais le problème demeure. Et vous pouvez voir ce film, il est en accès libre sur Internet. Le titre, Les États-Unis, le nouvel apartheid de Romain Icard. Un coup de cœur, Guillaume, que je l'ai dit cette fois-ci, un photographe suisse, Peter Thielessen, un site internet thielessen.com. Pourquoi ? Parce que le garçon a fait la une, on va dire, des rubriques culturelles en fin d'année passée, parce qu'il a repris une photo d'Andreas Gursky. Andreas Gursky avait réalisé... Grand photographe, avait réalisé une photographie au début des années 90 intitulée Offenpass, voilà, qui avait connu un succès
incroyable et qui a été vendu très très cher, 500 000 francs pièce. Il en avait fait 6 tirages. C'est des immenses tirages de 2,20 m sur 1,80 m, tout à fait en rapport avec la météo et la température qu'on connaît maintenant, parce que c'est une sorte de montagne sous la neige, mais ça ressemble presque à un tableau abstrait de la manière dont ça a été photographié. 25 ans plus tard, Tillotson s'est dit, je reprends la même photo au même endroit avec le même cadrage. Il en a fait un tirage qui est un petit peu plus petit, 1,60 m sur 1,40 m à peu près, et je vais vendre ça entre 1 franc suisse et 5 francs pièce. Donc c'est le coût de revient. Et outre, on va dire, le coût médiatique, c'était de dire, mais je veux aussi qu'on pose la question de savoir à qui appartient un paysage, à qui appartient un cadrage, parce que ce sont des choses qu'on n'a jamais tranchées. Et la démarche est intéressante parce qu'elle pose des questions qu'on ne se pose jamais véritablement, mais en même temps, il y a ce côté un petit peu frondeur comme ça, qui reprend une photo et qui la donne pratiquement à... Comment breveter une photo? Ouais, Peter Tillotson, et puis en même temps de Ouais. dire, et puis en même temps aussi jamais. Le but des photos, c'est qu'on puisse les multiplier, c'était ça. Alors finalement, réduire les tirages, ça va un peu à l'encontre de l'idée pour construire de la photo. Il pose plein de questions au niveau du travail photographique, et voilà, mon coup de cœur va à Peter Tillotson. Emmanuel Kérad. Nous célébrons les 150 ans du Canada en cette année 2017, avec particulièrement plein d'événements au mois de janvier. Voici un groupe qui fait le pont entre les cultures canadiennes, la culture anglophone et francophone, évidemment. C'est le groupe Bears of Legend, qui est un groupe absolument extraordinaire. Si vous aimez Arcade Fire ou si vous aimez les Cowboys Fringants, eh bien, c'est un mix des deux. Ils viennent de Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est la ville de la poésie. C'est une ville qui investit, vous le savez, Julie, sur la poésie tout au long de l'année avec un festival incroyable. On les a rencontrés à Trois-Rivières pour une émission de la librairie francophone, que vous pourrez retrouver d'ailleurs en podcast. Et Bears of Legend, voilà, c'est leur dernier album. C'est un groupe qui chante principalement en anglais, mais il y a une chanson en français sur cet album qui s'appelle Encore, qui est absolument sublime. Bears of Legend, déjà connu au Québec. J'ai secondaire, oui, c'est et très, qui très va se faire connaître, je pense, à travers toute la francophonie en 2017, c'est promis. Enfin, c'est promis. C'est un pari. C'est un pari. Voilà, dans toutes les revues d'art donc mensuelles, vous retrouvez le programme des grandes expositions qui auront lieu en 2017. C'est le cas de Beaux-Arts Magazine. Donc voici, avec les 60 meilleures expositions dans le Beaux-Arts Magazine, dans l'excellente renaissance grâce à Guy Boyer de Connaissance des Arts. Les plus belles expositions donc 2017. Vous reconnaissez d'ailleurs, à chaque fois on retrouve le même type, le même artiste, à savoir Vermeer, car Vermeer, c'est au musée du Louvre à partir du 22 février jusqu'au 22 mai, évidemment indispensable. Rodin, je vous donne les principales, c'est au Grand Palais du 22 mars au 31 juillet. Je vous dis ça à l'avance parce que maintenant, pour éviter de faire la queue pendant des heures, c'est important d'utiliser évidemment la billetterie qui fonctionne sur Internet. Au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, il y aura quand même une grande rétrospective d'Yves Klein, c'est à ne pas rater à partir du 8 juillet, là aussi il faut réserver sur Internet. Au centre Pompidou de Metz, Fernand Léger et Damien Hirst, donc, sera au Palazzo Grassi chez François Pinault, donc à Venise, sans parler de La Haye, puisqu'on parle assez peu souvent des Pays-Bas, mais il y aura une grande rétrospective d'un des peintres essentiels de ce beau pays que sont les Pays-Bas. Il s'agit évidemment de Mondrian. Voilà, cette émission est terminée, nous sommes tous morts et nous sommes ravis de vous retrouver la semaine prochaine. Malgré mes récits en beau, comme tes cheveux gris de guerre, malgré mes idées de fou, qui se dégradent de sens, m'aimes-tu?